Bonjour, c'est Sophie, la créatrice d'Au revoir podcast qui vous parle. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a reçu le soutien d'Envol et Matrescence. Envol et Matrescence, c'est un centre de formation dédié à la périnatalité, à la parentalité et l'entrepreneuriat qui forme notamment des accompagnants et accompagnantes périnatales et des doulas. Militant et féministe, ce centre est engagé pour un meilleur accompagnement de toutes les familles, de toutes les maternités, de toutes les grossesses. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 2 formations qui se déroulent en ligne, celle consacrée au désir d'enfant et celle dédiée au deuil périnatal. Si je vous en parle, c'est parce qu'elle s'adresse bien sûr aux doulas, mais aussi aux professionnels du secteur médico-social, de l'enfance, de la relation d'aide, aux bénévoles de certaines associations. Et si vous êtes issu de l'entourage des personnes endeuillées et ou en désir d'enfant, eh bien vous pouvez aussi faire ces formations pour mieux comprendre ce que vos proches traversent, pour mieux les soutenir et être présent et présente pour elles et eux. Un grand merci à Envol et Matrescence de s'engager pour une meilleure reconnaissance du deuil périnatal et pour son soutien envers Au revoir podcast. Tous les liens directs vers les formations que je viens de mentionner sont dans la description de cet épisode. Et maintenant, je vous souhaite une belle écoute. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter ces épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir et le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a quelques jours, vous avez découvert la première partie du témoignage de Marie. Marie qui, en 2020, se lance dans le projet qui est le plus important, à ses yeux, devenir maman, parce que c'est le bon moment pour elle. Célibataire, elle décide de se tourner vers l'insémination artisanale pour écrire ce nouveau chapitre de sa vie. Jamais je me suis sentie seule dès lors que j'ai parlé de mon projet de maman solo. Ma famille est hyper ouverte, hyper open à tout ce que je peux proposer de hors norme. Début janvier, j'ai fait un test de grossesse au bout de 5 jours de retard de règles en visio avec ma sœur et mon amie Candice qui était le jour de ce fameux test de grossesse en visio avec moi. Solo donc, mais loin d'être seule, Marie. Parce que c'est entourée de ses proches, de ses parents, de sa sœur, de son amie Candice, qu'elle vit cette grossesse. Une grossesse parsemée de hauts et de bas, d'espoir, d'attente et d'inquiétude, car tout bascule lors de l'échographie du second trimestre. Marie, accompagnée de Candice, ce jour-là, apprend que sa petite fille est très probablement malade. Pendant cette période de on ne sait pas ce qui se passe, c'était hyper dur de tous les jours continuer à créer du lien avec ma fille et me rassurer et la rassurer. Enfin, dès que j'ai appris qu'elle était malade, j'avais vraiment le besoin qu'on communique, quoi, d'être connectée à ce bébé et du coup d'avoir des épaules bien solides pour envisager la suite, parce que je savais pas à quoi m'attendre, quoi. Mais avant qu'une décision ne soit prise, avant que les résultats des examens permettent d'obtenir des réponses, le corps de Marie dit stop. Elle est donc hospitalisée en menace d'accouchement prématuré en juin 2021. Et c'est le 18 juin, ce même jour où elle prend la décision d'interrompre médicalement sa grossesse, que l'accouchement se met en route. Et Lénie, sa petite fille, naît vivante. Ce n'est donc pas dans son ventre qu'elle accompagnera sa petite fille, Marie, mais bien dans ses bras, pendant quelques heures, sous le regard aimant de toute cette tribu, réunie autour de cette maman et de son enfant. C'était un tel cadeau. Et puis j'ai pu présenter ma fille
à mes parents ont pu la prendre dans les bras, ma sœur a pu la prendre dans les bras. Moi, je me dis que j'ai eu tellement de chance dans mon malheur de pouvoir rencontrer ma fille et de pouvoir la présenter à ma famille, quoi. Fin 2022, 1 an et demi après le décès de Lénie, Marie me confie être en plein combat intérieur. J'ai l'impression d'être scindée en deux. Il y a la Marie mère de Lénie et future mère de mes enfants à venir. Et il y a la Marie femme qui a envie de poursuivre sa vie de trentenaire. Et j'ai l'impression que pour l'instant, j'arrive pas à faire fusionner ces deux personnes. Si j'arrive à tomber enceinte dans les semaines, mois à venir, c'est super. Mais si ça arrive pas, je me dis que c'est pas grave. Je suis moins dans l'urgence qu'avant. Et je me laisse du temps pour me poser et laisser la vie faire les choses. Voilà. Mais je suis assez apaisée en tout cas quant au fait de démarrer une nouvelle grossesse. Donc j'essaye d'être positive encore une fois et de rester à tout prix dans ce positif. Donc on verra ce que la vie me réserve. J'attends. Au revoir podcast, épisode 48, deuxième partie. Marie, solo et entourée d'amour. Reprenons aujourd'hui l'histoire de Marie. Alors qu'est-ce que la vie lui a réservé, justement ? En novembre 2023, j'ai retrouvé Marie et elle était enceinte de son deuxième bébé. Pendant une matinée, Marie a déroulé le fil des 12 derniers mois et elle est même remontée bien plus loin. Parce que cette nouvelle grossesse, elle l'a souhaitée pendant longtemps. Et avant ça, elle a eu besoin de se retrouver avec elle-même après avoir mis toute son énergie pour accompagner Lénie. Et dans ce cocon dans lequel elle trouve refuge pour panser ses blessures, il y a bien sûr ses parents et sa sœur, ses neveux et ses nièces. Parce que vous l'avez compris, Marie n'est jamais seule. À partir du moment où je suis sortie de la maternité, je savais qu'il fallait que j'organise ses obsèques. Et c'était vraiment mon rôle de maman jusqu'au bout. Et une fois que j'ai accompli ce rôle-là, qui était une grosse responsabilité, et ben là, j'ai pu relâcher la pression. De toute façon, j'étais face au néant, à plus rien, puisqu'il n'y avait plus rien à gérer, moi, dans mon rôle de maman, si ce n'est ce néant à apprivoiser. J'ai mis de côté maman Marie, et puis je suis redevenue Marie, la fille de mes parents, en retournant vivre chez mes parents. Cette position-là, elle a été plutôt agréable parce que j'étais dans un cocon. Je suis pas retournée dans mon quotidien tout de suite et je pense que ça a évité que ce soit trop violent. Si j'étais rentrée chez moi de suite et que je m'étais confrontée au vide de mon appartement, là, je pense que ça aurait été terrible et que la chute aurait été terrible. Alors que là, je suis rentrée dans autre chose. En fait, mes parents ont vraiment pris le relais du quotidien. J'avais pas de courses à gérer, pas de lessive. J'ai été dans ma chambre d'adolescente. C'était presque un à côté de la réalité. Et je pense que ça m'a aidée à encaisser le choc et à comprendre en douceur ce qu'il allait se passer concrètement quand j'allais rentrer chez moi. Mes parents et ma sœur, ils ont tellement été là pendant la grossesse. Ils ont tellement été là pour lui dire au revoir. Et du coup, c'était tellement évident qu'ils soient là dans l'après que j'avais l'impression qu'ils sentaient qu'ils se prenaient ce deuil en pleine face au même degré que moi. Je me suis pas dit que c'était moins dur pour eux. Et vraiment, on s'est soutenus, on y allait jour après jour, tous les quatre. Alors j'englobe aussi mes neveux nièces qui étaient aussi très présents. Mais tout ce petit cocon-là, qui était vraiment dans l'attente de la venue de ce bébé, je pense qu'on l'a vraiment vécu au même degré tous ensemble. Et ça a créé un peu un équilibre et jamais je me suis sentie seule du coup. Et ça, je pense que c'est important, surtout dans mon histoire de maman solo. Sans mes parents, sans ma sœur, ça aurait été très très compliqué. Vivre un deuil périnatal, c'est notamment se poser la question, y aura-t-il un autre bébé ? Pour Marie, c'était une évidence. Un autre bébé, oui.
Marie doit prendre ses marques dans cette vie sans Lénie, mais elle n'envisage pas cette vie sans un enfant vivant à ses côtés, sans un petit frère ou une petite sœur pour ce premier bébé. Et le ventre de Marie et les bras de Marie, ils ont encore envie de porter la vie. Toutefois, Marie a besoin de temps avant de réemprunter le chemin du don artisanal. D'abord, il y a les examens médicaux. Lénie souffrait d'un syndrome génétique et sur ce point, Marie est rassurée. Elle n'est pas porteuse de la mutation. Pendant 6 mois, elle chemine, elle va à son rythme. Elle s'écoute et prend soin d'elle avant de faire de nouveau la place à l'idée d'avoir, peut-être un jour, un petit bébé. Quand j'ai décidé d'accompagner Lénie dans son décès, j'ai aussi choisi la vie parce que je trouve que quand on perd un enfant, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, j'ai eu l'impression de devoir choisir entre suivre ma fille dans son décès ou choisir la vie. Et moi j'ai choisi la vie. Donc en choisissant la vie, ça me paraissait évident d'agrandir la fratrie, de poursuivre mon projet de créer ma famille. Donc c'est vrai que c'est arrivé très rapidement et c'était assez viscéral. L'appel du ventre vide, il s'est fait sentir très très rapidement. Après, j'ai mis beaucoup de freins à ce que je ressentais parce que je voulais laisser la place à ce vide. Je me suis dit que de toute façon, ça fonctionnerait pas tant que j'aurais pas cheminé. J'ai bien compris qu'il fallait que je laisse de la place à ce cheminement avant d'envisager la suite. En fait, j'ai entamé un suivi psychologique et un suivi avec une doula en parallèle, peut-être 6 mois après le décès de Lénie. Et là, j'ai senti que le cheminement commençait maintenant, à ce moment-là, en fait. J'ai eu besoin de ces 6 mois un peu seule pour encaisser le choc. Et une fois que ce choc était encaissé, là, j'ai eu besoin de me faire accompagner. J'ai vraiment l'impression qu'on a rangé ma tête, mon cerveau. Et quand j'ai repris ces essais, en fait, oui, j'ai repris ces essais au moment où j'ai commencé ma thérapie. Et alors, je voulais y croire parce que je voulais me dire que j'étais la déesse de la fertilité, mais je pense que je suis fertile, mais quand le cerveau dit non, c'est non. Donc ça, je l'ai appris au fur et à mesure des mois. Quand Marie se relance dans l'aventure de la parentalité en solo, la PMA a été ouverte aux femmes célibataires en France quelque temps auparavant, mais les délais sont longs. Elle reprend donc le chemin qu'elle avait emprunté 1 an plus tôt, celui de l'insémination artisanale. Un chemin de traverse, comme on l'avait dit, mais Marie connaît déjà l'itinéraire. Commence alors une nouvelle phase. Pendant la grossesse, on attend un bébé, mais avant ça, on attend la grossesse. Pour Marie, ça a duré 18 mois. 18 mois d'essai, 18 mois d'observation de ses cycles, de rendez-vous avec un premier donneur, puis un second. 1 an et demi à espérer, à désespérer peut-être un peu, parfois, à tenter de lâcher prise. 18 mois pendant lesquels elle commence aussi à se poser des questions. Pourquoi est-ce si long alors que tout a été si rapide pour sa première grossesse? Je suis repartie dans ce processus-là parce que c'était un processus que je connaissais et que peut-être que c'est un peu mon côté rebelle qui me fait me dire que j'aime bien prendre des chemins de traverse aussi. Et aussi parce que j'avais connaissance que une PMA classique en France prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et je sais que ce temps de latence allait être compliqué à gérer pour moi. J'avais peur de m'éteindre. Et c'était important pour moi d'être dans l'action et de gérer cette action-là. Puisque quand on prend ce chemin de traverse-là, on est vraiment acteur, on ne dépend pas d'une institution. Donc, je dirais que les 6 premiers mois d'essai, j'ai pris mon mal en patience en me disant que 6 mois, c'était à peu près la moyenne. En tout cas, dans ma tête, c'était la moyenne à peu près de tout un chacun. À partir de 6 mois, j'ai commencé à me poser des questions. 6 mois, donc 6 essais. Et sachant que en plus, je me connais plutôt bien, je connais bien mon corps, je connais bien mes cycles. Donc, j'ai commencé à douter un peu. Et c'est vrai que ma thérapie m'a bien aidée là-dessus à accepter que j'étais pressée.
en fait, c'est que j'avais besoin de contrôle, que j'étais comme ça, et en fait, c'est en acceptant que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'anticiper, de contrôler, que finalement, ce fameux lâcher prise est arrivé. Je l'ai pris par un autre biais, cette histoire de lâcher prise. Et j'ai appris à accepter que j'étais comme ça et que il y a pas que le psychologique qui rentre en jeu. Et je pense que ça a désamorcé un peu mon stress et ma culpabilité. Et j'ai pu envisager un peu plus sereinement ces mois d'attente. Pendant ce cheminement-là, j'ai quand même commencé à entreprendre des examens médicaux pour vérifier ma fertilité. Et là, j'ai été confrontée à un personnel médical qui était pas du tout bienveillant. Là, ça a été compliqué parce que depuis le début de mon histoire de maternité, j'ai toujours eu des professionnels bienveillants autour de moi. J'ai été vraiment dans un cocon, j'ai jamais été jugée par quoi que ce soit sur toutes mes décisions. Et là, je suis tombée sur une gynéco qui a vraiment remis en question plein de choses. Enfin, d'entrée de jeu, elle m'a dit que j'étais trop jeune, que il fallait que j'attende de trouver un mari pour envisager d'être enceinte. Enfin, vraiment des propos complètement arriérés et patriarcaux venant d'une femme. C'était assez terrible. Ouais, ça m'a pas mal retourné aussi. Ça a été un peu dur à encaisser et puis je voyais qu'elle prenait pas du tout mon projet au sérieux. Enfin, elle a pas du tout été soutenante quand je lui ai expliqué que ma fille était décédée. Elle était complètement détachée, quoi. C'est moi qui l'ai poussée à passer des examens, donc je les ai passés, ces fameux examens, et tout allait bien. J'ai eu des résultats tout à fait corrects, je suis tout à fait dans la norme, dans la moyenne, donc je pense que ça m'a rassurée aussi de me dire, bon, la machine fonctionne bien et ça m'a un peu réconciliée avec mon corps. Et puis un jour, il arrive, ce test positif, tant espéré. Hasard du calendrier, Marie est en week-end chez ses parents quand elle décide de faire ce test, à l'aube. Cette seconde grossesse, comme la première, est définitivement placée sous le signe de la famille, sous le signe de la joie, de la peur aussi, mais de l'espoir, beaucoup. On retient son souffle quand on sait que rien n'est gagné, mais il n'empêche que c'est déjà une sacrée étape qui est franchie. Ça marche, Marie est enceinte, enfin enceinte. Alors, ce test positif, il est arrivé au bout de 18 mois, donc 18 essais. 1 an et demi, c'est pas beaucoup et à la fois, c'est beaucoup quand tu attends. J'étais plutôt dans un esprit, on verra. Ça allait bien à ce moment-là, en fait. J'étais plutôt bien dans ma tête et je laissais couler les choses. Et quand j'ai vu que j'avais du retard au niveau de mon cycle, alors ça m'arrive jamais, hein, mais je me suis dit, on verra bien. Et quand ce test est arrivé, alors c'est marrant parce que j'ai fait ce test de grossesse dans ma chambre d'ado chez mes parents. Et effectivement, j'ai commencé à avoir du retard ce fameux week-end-là et le dimanche est arrivé, le dimanche matin, je me suis dit, je vais quand même faire un test de grossesse. Et donc le test était positif à 6h30 du matin. Donc je suis allée réveiller mes parents dans leur chambre en pleurant, en leur disant c'est bon. C'était génial. Bah autant pour ma première grossesse, comme c'est arrivé, j'ai présenté mon projet de parentalité en solo et en fait je suis tombée enceinte tout de suite, donc ça a été un peu un choc et ma famille, enfin mes parents en l'occurrence, ont mis quand même un peu de temps à encaisser la nouvelle. Et là pour cette nouvelle grossesse, il y avait pas question enfin cette question-là s'est pas du tout posée. Et ils étaient dans l'attente plus autant que moi, je crois. Donc ouais, ça a été source de grande joie et je pense que le fait de pouvoir partager ça à un degré aussi fort avec mes proches, ça, je me sens jamais seule en fait finalement. J'ai ressenti une grande joie. C'est vraiment cette émotion-là qui a pris le dessus tout de suite. Et je pense que j'ai été 3-4 jours vraiment dans la joie, le bonheur. J'ai retrouvé les sensations que j'avais vécues pendant ma première grossesse. Et ça,
Ça, c'était vraiment une victoire parce que j'avais peur de rentrer en mode combat pour cette deuxième grossesse en me disant que rien n'est gagné. Et j'ai eu quand même ce petit temps de petit bonheur, de réjouissance qui a fait que la grossesse a bien démarré du coup. Même si cette grossesse n'aboutissait pas, dans tous les cas, c'était une victoire puisque jusque-là, j'avais pas réussi à tomber enceinte. Donc je me suis dit que là, dans tous les cas, c'était un message de mon corps qui me disait bah tu vois, ça fonctionne, ça va aller. Ça y est, première étape cochée, hop. Ce premier trimestre, je l'ai vécu comme pour ma première grossesse. C'était une grande joie, mais qui était modérée, d'autant plus que en ayant perdu mon premier enfant, j'avais plus cette innocence entre guillemets du futur parent qu'attend son premier enfant. Mais en tout cas, c'était très concret dans ma tête que grossesse, c'est pas égal à bébé. On dit de plus en plus qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ce proverbe africain, Marie le connaît bien, et elle l'a d'ailleurs prononcé durant nos échanges. Mais moi je dirais aussi qu'il faut tout un village, qu'il faut une sacrée équipe autour de soi pour vivre une grossesse consécutive à un deuil périnatal, qu'il faut beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, de compétences médicales aussi, et une bonne dose d'humanité et de douceur. Et pour obtenir ce savant mélange, Marie réunit autour d'elle sa famille, encore et toujours, mais aussi des gynécologues, sages-femmes, doulas et psychologues. En fait, il n'y a jamais trop de monde pour soutenir et porter une femme qui porte elle-même la vie, qui porte à nouveau la vie après avoir vécu le pire. Pour cette grossesse-là, alors j'ai eu beaucoup d'ambivalence dans le sens où à la fois j'avais envie d'un suivi médical rapproché pour me rassurer et envisager la grossesse sans que l'angoisse prenne le dessus. Et à la fois j'ai eu une grosse envie de me détacher du médical. Et en fait, j'ai trouvé un super compromis. J'ai recontacté la gynécologue qui me suivait pour ma première grossesse, qui me suivait pour la grossesse pathologique et qui fait des suivis de grossesse pathologique. Donc elle a accepté de me voir tous les mois. Donc on fait des échographies tous les mois et en fait, elle suit vraiment mes humeurs et mes émotions, elle est vraiment très à l'écoute et elle, c'est vraiment le côté médical et c'est presque plus pour moi que pour le bébé et la grossesse. Elle est vraiment là pour m'accompagner presque psychologiquement en désamorçant mes inquiétudes médicales. Et à côté de ça, j'ai décidé d'accoucher en maison de naissance. Donc, je suis suivie par une maison de naissance et je vais accoucher physiologiquement, en tout cas sans assistance médicale. Donc là, je me détache complètement du côté classique de l'accouchement. J'ai besoin de vivre à fond ce moment sans que le médical rentre en jeu, puisqu'il a tellement été présent pour ma première grossesse et mon premier accouchement que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois de l'ambivalence, mais j'ai trouvé le compromis idéal tout en continuant le suivi avec ma doula et le suivi psychologique. Donc encore une fois, je suis maman solo, mais je suis pas solo du tout, quoi. Il y a vraiment une grosse équipe tout autour de moi, grosse équipe, équipe de choc. Et en fait, finalement, je vois un professionnel quasiment toutes les semaines. Parce que je vais voir ma gynécologue telle semaine, 2 semaines après, je vois une sage-femme de la maison de naissance. Entre-temps, j'ai rendez-vous avec la doula ou alors avec la psy. Donc en fait, je pense que ça m'aide aussi à patienter et à passer le temps. Et je pense que c'est important aussi d'évacuer les émotions que j'emmagasine depuis le début de cette grossesse-là. En tout cas, ça permet d'équilibrer les émotions positives et négatives. Il y a un moment où l'angoisse a pris le dessus, c'était au moment du terme de Lénie. Lénie, elle est née à 27 semaines et en fait, j'avais complètement sous-estimé le poids du traumatisme du corps. En fait, là, c'est mon corps qui a parlé. Je pense que c'est arrivé à peu près une semaine avant le terme.
de Lenny et en fait, j'ai eu des grosses baisses de tension, je pouvais plus me mettre debout. C'est vraiment mon corps qui m'a dit, «Bah, là, il faut se coucher» et donc en fait, j'ai été couchée pendant bien 2 semaines en tout, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était mon corps qui parlait et c'était un traumatisme qui se réveillait là. Et quand le terme est passé, eh bien, j'ai retrouvé, de l'énergie, et depuis, ça va très bien. Donc c'est vraiment que mon corps a eu besoin de faire une pause à ce moment-là pour encaisser, ce moment qui était un peu difficile à passer, quoi. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, «Ne t'inquiète pas, tu vas arriver jusqu'aux 9 mois», sauf que, bah, c'est pas comme ça que ça se passe, il y a toujours de l'incertitude. Donc j'ai aussi pris sur moi en me disant que de toute façon, je savais que le temps ferait les choses et qu'il fallait passer cette date. Donc j'ai décidé de prendre mon mal en patience aussi et le fait de rester couchée, allongée, c'était, ben, ne plus être en action physique, mais en même temps tout faire pour que ce bébé reste au chaud. Donc finalement, j'ai quand même agi en ne faisant plus rien et ça m'a permis de «limiter les risques» entre guillemets, en fait, je me disais que plus je bougeais, plus il y avait des risques que ce bébé naisse prématurément. Donc le fait de m'allonger, je crois que ça m'a aidée à passer, cette étape et depuis, j'ai confiance en mon corps parce que je crois que jusque-là, je le challengeais un peu en me disant: «Ben, ta première grossesse, bah, tu tenu que 6 mois et est-ce que tu vas réussir à tenir plus longtemps, pour cette nouvelle grossesse?» Et donc il a fallu passer cette date pour que je fasse à nouveau confiance à mon corps. Faire de nouveau confiance à son corps quand on a la tenace impression qu'il a failli, qu'il n'a pas su remplir sa mission. Refaire confiance, se refaire confiance, c'est en soi un challenge. Car la grossesse d'après, ce n'est pas on rembobine tout et on repart de zéro. Ce n'est pas possible de gommer ce qui s'est passé avant, de gommer les annonces encaissées, de gommer les souvenirs et les épreuves traversées, de gommer l'amour aussi. Qui aurait envie d'effacer l'amour ressenti si fort, la douceur de la rencontre, les heures passées ensemble, un bébé blotti dans les bras? Car ce bébé, cette petite Lénie, restera pour toujours la première. Lénie, c'est l'étoile filante qui a fait exploser d'amour le cœur de sa maman et de sa famille. Et cette étoile, elle ne s'effacera jamais. Alors, dans ma tête, c'est assez clair. J'ai eu mon premier enfant. Elle a une place très particulière puisqu'elle est pas là physiquement, mais elle occupe toute la place, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes pensées, sur mes murs, elle est partout. Elle est là comme si elle était vivante, en fait. Donc pour moi, j'ai eu mon premier enfant et donc cette deuxième grossesse, je l'envisage comme une deuxième grossesse, en fait, je me pose des questions lambda de parents de, «Est-ce que je vais aimer, ce deuxième enfant autant que j'ai aimé le premier?» Donc je suis contente d'être dans la norme, en fait, puisque je suis tellement pas dans la norme, et on est tellement pas dans la norme quand on perd un bébé. Mais finalement, en fait, Lénie, elle a toute sa place dans ma vie, dans ma famille. Donc, il y a pas de remise en question de ce côté-là, en tout cas pas dans ma tête et pas dans ma famille. Par contre, j'ai besoin de le revendiquer et je me dois de le revendiquer, autour de moi, en fait, parce que finalement, j'ai jamais autant parlé du décès de ma fille que depuis que ma deuxième grossesse se voit. Encore hier, je croise quelqu'un qui me dit: «Ah bah, c'est ta première grossesse?» Je dis: «Bah non, c'est pas ma première grossesse, «Ah, tu une petite fille, un petit garçon?» «Non, j'ai une petite fille en premier. «Ah bah, elle est contente d'avoir un petit frère?» Donc en fait, je parle beaucoup de Lénie et de son décès. Alors ça déroute beaucoup les gens parce que moi je le dis, bah, c'est tellement, enfin c'est ancré dans ma chair, ça fait partie de mon histoire, quoi. Donc moi je le dis, tout à fait naturellement et je sens que je désarçonne, les gens. Les gens ils sont trop mal à l'aise quand, je dis ça. Bah non, malheureusement elle est décédée, les gens sont tellement pas habitués à ce genre de propos, mais et en même temps, je me suis jamais posé la question de cacher, cette histoire-là
et cacher ma fille parce que non, il est hors de question sous prétexte de préserver les gens. Moi, j'ai pas envie de préserver les gens. Moi, j'ai envie de dire que bah oui, j'ai eu un premier bébé qui est plus là et que là, j'attends un deuxième bébé. En fait, je dis la vérité tout simplement. Mais c'est là que c'est plus compliqué. Il faut quand même être armé pour ça, quoi. Puis j'ai pas toujours envie de le dire. Mais là, il y a un sacré conflit de loyauté par rapport à ma fille. Pour moi, si je l'énonce pas, c'est comme si je l'effaçais et non, ce serait horrible. Donc en fait, je préfère me faire violence, quitte à ce que ce soit un peu dur pour moi de le dire et d'encaisser la réaction des gens plutôt que de laisser les gens dans l'ignorance. Et puis c'est un peu mon combat que de me dire et de crier aux gens que la maternité c'est pas toujours rose, quoi. Et puis c'est la faire exister aussi. Donc même si parfois c'est dur pour moi, j'ai vraiment ce besoin de le dire quand même. Je pensais m'y être préparée, mais je pensais pas autant. En fait, je me souvenais pas quand j'étais enceinte de Lénie, je me souvenais pas qu'on me posait autant de questions. En fait, les gens sont hyper curieux, ils passent à un espèce de palier d'intimité. Et je me dis que c'est aussi une leçon de vie pour ces personnes-là. Après, j'en ai marre d'être la leçon de vie des gens, mais en même temps, je me dis que ça fait exister ma fille, puisque du coup, je parle tous les jours d'elle et c'est trop bien, parce que d'habitude, je peux pas dire « Ah moi aussi, ma fille ». Enfin, si, des fois, je le fais, mais ça amène quelque chose de lourd, quoi. Quand notre enregistrement s'est achevé, Marie était enceinte de 7 mois. Début 2024, son petit Gaston est venu au monde. Gaston, c'est son deuxième enfant, le petit frère de Lénie. Et Gaston, c'est celui qui a fait chavirer d'amour sa maman et sa famille tout entière. Alors pour terminer cet épisode, je vous laisse découvrir les mots que Marie a enregistrés il y a quelques jours. Gaston a rejoint notre famille le 28 janvier dernier. C'est un bébé qui va très bien, qui est né à terme. L'accouchement, il s'est bien déroulé malgré un déclenchement, ce qui m'a pas permis d'accoucher en maison de naissance. Mais les équipes médicales ont été très à l'écoute et la rencontre avec mon deuxième bébé a été aussi puissante qu'avec Lénie. Ma maman était à mes côtés pour la naissance de Gaston, comme pour celle de Lénie. Et puis ma famille et mes proches ont pu le rencontrer quelques heures après sa naissance. Ça a été un grand, grand moment de joie, de partage et puis surtout d'amour. Ce qui est dur, c'est de me dire que mes enfants ne se rencontreront jamais physiquement, mais je me donne comme challenge de maman de faire exister Lénie dans mes récits, dans mes pensées. Elle a vraiment sa place à part entière de fille aînée. Et aujourd'hui, avec Gaston à mes côtés, c'est un bonheur immense de pouvoir savourer enfin ma maternité de façon concrète. Il a vraiment plein d'amour autour de lui et puis je suis trop fière d'être maman de 2 enfants. Et c'est sur le témoignage de Marie que s'achève la saison 4 de Revoir Podcast. Au Revoir Podcast, depuis 2020, aborde tous les parcours, toutes les parentalités, toutes les grossesses. Alors un grand merci Marie pour ta confiance. Et sache une chose, dans ton cœur, c'est certain, un petit soleil côtoie une magnifique étoile. Merci à toutes et tous pour vos écoutes et votre soutien pendant cette saison qui s'achève. Je suis très heureuse de vous retrouver à la rentrée pour une saison 5 riche en nouveautés. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite.